La fertilité des sols est un enjeu majeur, à la mode et en constante évolution. En parlant de cela, notre perspective sur le sol s'est élargie au-delà de sa simple fertilité physico-chimique pour englober également sa fertilité biologique. Cette évolution de notre compréhension nous amène à considérer le sol non plus comme un élément statique, mais comme une entité complexe, dynamique et vivante. Il est donc crucial de distinguer la santé des sols et leur productivité. En effet, les sols ne se limitent pas à la production agricole. Ils offrent également une multitude de services écosystémiques précieux. Cela nous amène à une interrogation fondamentale: comment peut-on définir et mesurer cette santé des sols? Et si je vous disais qu'une des pistes intéressantes réside dans l'étude du microbiome des sols, une démarche systémique qui nous révèle la complexité de l'écosystème sol? Car oui, la somme des parties n'est pas égale au tout. Et pour explorer cette question, je suis accompagné par Natacha Bodenhausen, chercheuse au département des sciences du sol en charge de la coordination du thème microbiome au FIBEL. Natacha, bonjour. Bonjour. Et pour débuter cet épisode, je te propose une première question essentielle. Le microbiome des sols, comment peut-on le définir? Eh bien, c'est la communauté des micro-organismes qui habitent dans le sol. Donc, les bactéries, les champignons, les protistes, les choses qu'on voit au microscope. Et puis cette idée du microbiome des sols, j'ai l'impression qu'elle vient un peu en parallèle du microbiote, dont on parle souvent, enfin de plus en plus en médecine ou en nutrition. Donc c'est un peu l'environnement bactérien qu'on a dans notre intestin, c'est ça? Voilà, exactement. Donc le microbiote des humains est très utile pour la digestion, évidemment, mais aussi, on pense, pour le développement du système immunitaire. Et c'est pareil pour les plantes. Donc on dit des fois que les plantes portent leurs intestins à l'extérieur, donc à l'interface avec le sol. Et c'est là qu'a lieu la digestion, l'absorption des nutriments et aussi l'interaction avec les microbes qui vont stimuler le système immunitaire des plantes. Donc nous, dans notre microbiote, effectivement, on a plein de bactéries qui vivent ensemble. Et ça nous permet d'avoir des fonctions, comme tu disais, quoi, notre système immunitaire, savoir si on va bien ou pas. Enfin, on parle souvent du deuxième cerveau de nous. notre deuxième cerveau, ce serait notre ventre. Est-ce que pour le microbiome, on peut dire qu'il y a aussi des fonctions que ces microbes vont apporter aux plantes et vice-versa aussi, vu que c'est un écosystème, et quelles pourraient être ces fonctions, finalement? Tout à fait. Donc, on en a déjà parlé, le cycle des nutriments, par exemple l'azote. Donc là, les microbes ont un rôle très important puisqu'ils peuvent fixer l'azote de l'air, mais aussi l'absorption de l'eau, la séquestration du carbone et la formation des agrégats dans les sols. Toutes ces fonctions, les microbes sont très importants pour stimuler ces fonctions. Et par exemple, sur la fonction de fixer l'azote de l'air, c'est quoi? C'est une bactérie qui s'associe avec une racine? Oui, alors il y a les bactéries qui carrément habitent dans les racines, donc qui habitent dans ces nodules qui sont dans les plantes fixatrices qui forment la symbiose. Mais il y a aussi des bactéries qui sont libres et qui n'habitent pas directement dans la plante, mais dans le sol, et qui fixent l'azote aussi. D'accord, donc on a vraiment des voies différentes. Donc il y a des interactions. Et ces bactéries qui vont s'associer avec ces plantes, elles sont dans une zone qu'on appelle la rhizosphère. Et c'était un peu ce que tu disais vis-à-vis de l'intestin en dehors des plantes. Est-ce qu'on peut parler un peu de cette rhizosphère finalement? Oui, donc la rhizosphère, on l'a définie comme la zone d'influence de la racine. C'est une région très différente au fait du reste du sol parce que la plante sécrète énormément de produits chimiques, des métabolites comme des sucres ou des protéines qui vont changer cette région, qui sont très riches et qui vont aussi attirer certains microbes qui aiment bien manger ces métabolites et qui vont aussi... Donc c'est une manière de communiquer avec les microbes aussi pour attirer certains microbes qui peuvent être utiles donc à travers ces exudats dans la rhizosphère. Et donc chaque plante a sa propre communauté? Oui, si on va étudier la rhizosphère du maïs, ce sera une autre rhizosphère que celle du blé par exemple. Est-ce que si on n'avait pas cette rhizosphère, on aurait des choses qui seraient manquantes? Est-ce que mettre des plantes dans un environnement stérile, ça changerait tout? Ouais, déjà, je pense qu'il y a des plantes qui produisent plus ou moins d'exudats. Donc, il y a je pense que des plantes plus ou moins riches. Donc, ça, je pense qu'il y a déjà une différence à ce niveau-là. Donc, je pense qu'il y a un gradient, en fait, de richesse de ces rhizosphères. Moi, j'ai travaillé avec une plante
modèle dans mon passé de biologiste où elle avait très peu de rhizosphère, la Arabidopsis thaliana, alors que, par exemple, les plantes fixatrices d'azote, je pense qu'ils ont une rhizosphère ils ont une rhizosphère beaucoup plus riche. Donc là, si je résume, donc le microbiome, on voit un peu ce que c'est. Donc c'est des micro-individus, des virus, des bactéries, des champignons, tout ça, qui ensemble forment un écosystème, donc qui a des fonctions. Il y a aussi des interactions avec les individus qui composent ce système, donc entre eux, et aussi avec les plantes. Et puis, comme j'ai dit en introduction, il y a une autre fonction du sol qui est juste, le sol agricole, il ne faut pas juste le voir comme quelque chose qui nous permet de produire de la nourriture, mais c'est aussi de nous apporter d'autres services écosystémiques. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ces services écosystémiques? Déjà, comment on peut un peu globalement définir les services écosystémiques, et quel serait le rôle justement d'avoir un sol vivant dans ces services écosystémiques? Donc les services écosystémiques, c'est des services que la nature nous offre à nous, les humains. Et donc il y a clairement la production de nourriture, c'est l'un de ces services, mais aussi la régulation du climat ou la régulation des inondations. Mais moi, pour moi, ce que je trouve un des rôles importants du micro-organisme, c'est la régulation des pathogènes. Ouais. Parce que si on a une microbiote très riche, très diverse, il y a moins de chances au fait pour que des pathogènes puissent envahir. Voilà, exactement. Donc je pense que c'est un des rôles, des services très importants du microbiome. Donc là, on comprend bien que le microbiome et ses services écosystémiques, finalement, le sol vivant, c'est un habitat qui nous rend des services. Finalement, on a un pouvoir d'action dessus. Donc ça veut dire qu'il faut quand même le protéger. Et donc ça nous amène un peu à cette question-là de le microbiome et les différentes formes d'agriculture. Quels sont nos leviers d'action pour intervenir sur sa protection et la préservation de cet habitat, finalement? Oui, c'est vrai que moi je travaille au FIBEL, et au FIBEL on étudie les micro-organismes du sol depuis de nombreuses années avec différentes méthodes. Et une des choses qu'on fait, c'est on gère des essais à long terme. On compare par exemple l'agriculture conventionnelle, bio et biodynamique. C'est un essai qui s'appelle le DOC, qui a plus que 40 ans. Et on a sur cet essai étudié la gestion du sol sur les micro-organismes. On a trouvé par exemple qu'en général, le microbiome est plus divers et plus riche. La biodiversité est plus grande dans les gestions bio et biodynamiques comparées à conventionnelles, par exemple. On peut vite se poser la question. C'est si on prend du fumier qu'on met dans du sol comparé à des nitrates, on voit bien qu'on apporte plus de micro-organismes en mettant du fumier qu'avec des nitrates. Voilà. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans cet essai, c'est qu'il n'y a pas seulement les 3 lettres du DOC, mais il y a aussi engrais minéraux, purement minéral. Et là, vraiment, c'est très différent que quand il y a du fumier. Clairement, le fumier, il y a aussi de la matière organique, il y a même ce qui vient des animaux, etc. Donc, c'est beaucoup plus riche. Puis ça amène aussi du carburant au moteur sol, quoi. C'est ça, exactement. Donc, il va falloir que la vie, elle se développe pour aller dégrader tout ça. Voilà, ouais. Et puis, j'ai une question, c'est au niveau parce que c'est une question qui est un peu encore de nos métiers en ce moment, c'est la question de la réduction du travail du sol. Quel peut être l'impact? Est-ce que c'est des choses qui sont étudiées dans ces essais? Et typiquement, est-ce qu'on a déjà des petites tendances? Oui, alors on a aussi des essais à long terme où on a comparé le labour avec le pas labour, ou une autre étude où on a plutôt travaillé avec des réseaux d'agriculteurs. Donc par exemple, une étude où ils avaient 20 exploitations bio, 20 exploitations conventionnelles avec labour et conventionnelles sans labour. Et ils ont étudié le microbiome. Ça, c'est des collègues d'Agroscope qui ont participé à cette étude. Et ils ont trouvé que le labour avait un effet clairement néfaste sur le microbiome, et en particulier sur les champignons à mycorhizes, qui sont des champignons qui colonisent les racines et qui forment une symbiose avec les plantes. Donc ces champignons-là, ils sont très sensibles au labour en particulier. Alors, parlons des mycorhizes, parce que je pense qu'il faut faire peut-être un petit point un peu plus spécifique sur qu'est-ce qu'une mycorhize, comment ça marche. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces champignons? Donc c'est des champignons qui forment une symbiose avec 80% des plantes. Donc 80% des espèces des plantes
sont capables de former cette symbiose. Et le champignon, il pénètre à l'intérieur de la racine et il forme à l'intérieur de la racine une petite arbuscule qui est comme un petit arbre. C'est là où il y a l'échange de nutriments qui a lieu. Donc le champignon, il va aussi à l'extérieur de la plante et il a un réseau comme ça de mycélium qui lui permet aussi d'absorber des nutriments que la plante n'est pas forcément capable d'atteindre parce que son réseau de racines peut être plus épais que le réseau du champignon. Et en échange, le champignon reçoit des glucides ou des lipides de la plante. Donc c'est bien une symbiose, hein, c'est pas du parasitisme. Non, c'est vraiment une symbiose. Donc les deux bénéficient de cette relation. Oui, puisqu'il y a des champignons qui sont plutôt parasites et qui... C'est vrai, oui, c'est vrai. Il y a des pathogènes aussi. Donc oui, alors les mycorhizes, rôle important. Et puis tu disais que justement, au niveau du travail du sol, on avait vu qu'en agriculture de conservation, on arrivait à mieux gérer les populations des mycorhizes. Voilà, parce que le labour casse au fait ces réseaux qui sont donc faut s'imaginer, c'est comme des racines mais encore plus fins. Et comme des filaments. Voilà, c'est exactement. Et donc, avec le labour, on casse ces réseaux et les champignons peuvent de nouveau le construire, mais ça prend de l'énergie. Donc, c'est clairement néfaste. Et puis, on en reviendra un peu plus tard quand on parlera un peu de quels sont les enjeux de la recherche à ces niveaux-là. Mais c'est vrai que on va aussi se poser la question des intrants. Alors, on a parlé un peu des nitrates, mais il y a également les intrants phytosanitaires et leur impact sur le microbiome. Et là, il faut que je dise à nos auditeurs que tu interviens aussi dans le cadre du projet Rhizocème. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le projet Rhizocème, c'est un projet 77A porté par ProConseil, l'ASS, Agroscope et le FIBEL, et qui est financé par l'OFAG, les services cantonaux agricoles du canton de Vaud et du Valais. Et puis son but, en fait, c'est de trouver des méthodes alternatives au traitement de semences, en fait, au traitement phytosanitaire des semences. Et pour cela, on a mis un peu un réseau d'agriculteurs qui travaillent là-dessus, qui ont plusieurs méthodes qui testent, et ça nous permet de comparer des choses. Et c'est là que tu interviens, parce que tu regardes un peu ce qui se passe au niveau des sols et des traitements phyto des semences et ce genre de choses. Oui, donc dans ce projet, le FIBEL, mon rôle, c'est d'étudier l'effet de ces traitements sur le microbiome juste après la germination. Donc, on compare toujours des plantes qui ne sont pas traitées, des plantes qui sont traitées avec des produits phytosanitaires. On a aussi un nouveau traitement thermocide qui est un traitement à la vapeur d'eau. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on récolte le blé juste après la germination et ensuite on récolte la rhizosphère. Donc, pour faire ça, on secoue simplement les racines dans de l'eau et ensuite on centrifuge l'eau un peu sale pour avoir juste un peu la boue au fait qui colle aux racines. Et ensuite, on utilise des méthodes basées sur l'ADN pour analyser les micro-organismes. Alors pourquoi s'intéresser à ces échanges au final, genre l'impact des traitements de semences? Déjà, si on pouvait réduire le nombre de produits phytosanitaires ou la quantité de produits phytosanitaires qu'on utilise, je pense que ce serait une bonne chose. Surtout, on n'est pas, en fait, c'est souvent utilisé de manière préventive. Et c'est un traitement systématique. C'est ça. On se pose pas la question. Voilà. Donc, en agriculture conventionnelle, les graines sont toujours traitées. Et les agriculteurs bio, par contre, eux, souvent, ils ne traitent pas du tout les graines. Donc, ça marche aussi. Mais non, combien de maladies? Donc, il y a des partenaires d'Agroscope qui étudient les maladies. Donc, moi, ce n'est pas mon rôle. Mais la question ici, c'est de voir si ça a aussi un effet sur les organismes qui ne sont pas les cibles de ces produits phytosanitaires. Donc, moi j'étudie justement tous les organismes, pas seulement les pathogènes, mais aussi des autres champignons, bactéries qui sont ni pathogènes, ni symbiotiques. En fait, simplement des organismes qui vivent leur vie dans le sol. Dans le sol, voilà. Oui, parce que si on peut avoir un impact sur les pathogènes, effet secondaire, on attaque aussi des trucs qu'on ne veut pas forcément. Voilà, ouais. Donc ça pourrait soit attaquer des organismes qui nous intéressent, comme les bactéries fixatrices d'azote ou bien les champignons à mycorhizes, ou bien ça peut affecter d'autres bactéries ou champignons qui n'ont pas forcément directement un rôle utile, mais qui pourraient être utiles pour la régulation des maladies.
Et alors, quelles étaient les hypothèses de base? J'ai envie de te demander, et quels sont un peu les premiers résultats et les premières observations qu'on a pu faire dans le projet? Donc, moi, j'ai regardé 2 hypothèses. Une hypothèse, est-ce que le traitement des semences diminue la richesse du microbiome, donc la diversité? La diversité des espèces? Voilà, c'est ça, la diversité des espèces de bactéries et de champignons. Et la deuxième question que j'ai posée, c'est est-ce que ce traitement a un effet sur la composition des microbiomes? Donc, est-ce que ça change quels sont les microbes qui sont présents à la surface des plantes après la germination? Et alors, donc pour l'instant, nous avons étudié les 2 premières années du projet et on n'a trouvé aucun effet des produits phytosanitaires, ni positifs ni négatifs. Il y avait, en fait, le microbiote des petites plantes de blé était très semblable dans les plantes non traitées que dans les plantes traitées avec des produits phytosanitaires ou avec ces nouvelles technologies thermocides ou des autres traitements que les agriculteurs bio ont pu utiliser aussi. Oui, c'est ça, parce que dans le projet, il y a les traitements classiques, il y a aussi rien, qui est le témoin, mais comme tu disais, il y avait le traitement vapeur, il y en a un autre aussi. Oui, alors ils pouvaient choisir, les agriculteurs bio pouvaient choisir aussi quelque chose d'autre, et il y en a qui ont utilisé une poudre de moutarde, dont j'ai oublié le nom, Thylécure, et il y en a qui ont traité avec du trichoderma aussi. Ouais. En tout cas, dans ceux que j'ai analysés, il n'y avait pas d'effet de ces traitements. Ce qui est une bonne chose. Enfin, moi, je pense que c'est tant mieux. Mais ça veut dire, au fait, voilà. En tout cas, en ce qui nous concerne, il n'y avait pas d'effet des traitements. Ce qui est intéressant, finalement. Parce que ça veut dire que quand tu disais que dans les essais, vous avez vu des différences Voilà. C'est vrai qu'il y a d'autres leviers d'action, finalement, sur le microbiome. Ça pourrait être une des pistes. Ouais. C'est vrai que, bon, après, c'était juste il y avait une vingtaine d'exploitations. Ouais. Chaque année, donc voilà, c'est ce qu'on a étudié. Mais de toute façon, c'est les travaux qui vont être poursuivis dans le projet. C'est ça, c'est un projet qui dure 6 ans. Ouais. Et là, on est à moitié du projet, donc on va continuer, quoi. Et donc, en parlant de recherche, j'ai un peu des questions, parce que je vais en profiter que tu sois là, pour aussi s'intéresser à c'est quoi les méthodes qui sont utilisées finalement pour aller étudier ces microbiomes. Comment on sait des trucs? Voilà. Ouais, c'est vrai qu'une des difficultés des micro-organismes, c'est qu'ils sont très petits, par définition, et que donc, on pourrait les regarder au microscope, mais si on regarde des micro-organismes au microscope, souvent on voit des petites sphères ou des bâtonnets ou des filaments, mais on sait pas, ça nous aide pas forcément pour savoir qui est présent, parce qu'un bâtonnet, ça ressemble à un autre bâtonnet, alors que ça peut être tout à fait autre chose. Donc, c'est pour ça que le microscope, finalement, ça permet pas de déterminer les espèces. Et en plus de ça, les microbes sont très, très divers. Donc, on dit dans une cuillère de terre, il y a des millions d'organismes et des centaines, voire des milliers de différentes espèces. Donc, c'est extrêmement divers. Et c'est pour ça que c'est très utile d'utiliser des méthodes moléculaires, donc, où on regarde l'ADN, en fait. Oui, parce que finalement, c'est un peu une nouvelle technologie qui est arrivée dans l'histoire des sciences biologiques. Oui. C'est ce séquençage ADN. Voilà, c'est vrai qu'on peut utiliser ces machines pour séquencer les génomes de l'humain, par exemple, mais on peut aussi utiliser ces machines de séquençage pour séquencer l'ADN du sol. Voilà. Et alors, j'ai une question, parce que avant, séquencer l'ADN, ça coûtait très, 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 très cher. Et que maintenant, on a des nouvelles méthodes qui sont moins coûteuses. Oui. Est-ce que tu peux en parler rapidement? Oui, donc il y a peut-être 40 ans, où, il y avait une première méthode on pouvait juste séquencer un échantillon à la fois. Et puis, peu à peu, on a monté des méthodes pour séquencer 16 échantillons, 48. Et maintenant, les méthodes qui existent, elles peuvent produire des millions de séquences en un jour. Donc, on a beaucoup plus de données qu'auparavant. Avec des résultats beaucoup plus fins, du coup. Voilà, exactement. Donc, le prix est en train de diminuer. C'est vrai que c'est encore assez cher, je dirais quand même. C'est pas encore quelque chose qui est à la portée comme ça de n'importe qui. Mais pour un laboratoire de recherche, c'est tout à fait abordable. Et puis peut-être que dans un futur proche ou lointain, mais essayons moyennement proche. Oui, il y a déjà des technologies qui sont de la taille d'une clé USB où on peut assez rapidement avoir des données, donc qui coûtent 100 francs. Donc je pense qu'on peut imaginer que
dans 10 ans, que ce soit vraiment à la portée de n'importe qui et qu'on puisse très rapidement avoir une idée de la diversité microbienne d'un sol. Oui, parce que j'ai envie de te poser cette question-là. C'est vraiment, quelles sont les questions qu'on se pose par rapport à ces microbiomes des sols? Parce que tu l'as bien dit en introduction, c'est quand même un milieu très complexe, avec une richesse folle d'individus. Tu parlais de plusieurs millions d'individus dans une petite cuillère à café. Quelles sont les questions qu'on se pose parce que j'imagine qu'on ne connaît pas le rôle de tous ces organismes dans le sol. Je pense qu'on va continuer avec des questions qu'on a déjà posées sur le travail du sol, par exemple, la quantité des engrais qu'on peut mettre sans trop affecter le microbiome, des choses comme ça. Moi, ce qui m'intéresse aussi, parce que j'ai beaucoup travaillé sur les mycorhizes, c'est pouvoir améliorer les mycorhizes dans le sol, mais aussi peut-être si on travaille avec des inoculations de mycorhizes, est-ce qu'on peut les suivre et voir s'ils sont encore là 1 an plus tard ou 2 ans plus tard. Tu veux dire les stabiliser dans le temps? Ouais, c'est ça aussi, un peu d'avoir un suivi de ce qu'on rajoute, si on veut rajouter des microbes. Oui, parce qu'il y a un enjeu de système immunitaire de la plante, de meilleure efficience de l'utilisation des nutriments du sol et tout, quoi. Donc finalement, s'intéresser à ces mycorhizes, c'est encore des questions en cours. Ouais. Et puis alors les futures recherches, déjà dans le projet et puis aussi par ailleurs, qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Ouais, j'aimerais bien qu'il y ait un outil de diagnostic comme ça, où on pourrait très vite avoir une idée de la santé d'un sol, mais qui prendrait en compte les différents paramètres de santé, des analyses chimiques, mais aussi des analyses biologiques. Oui, parce qu'actuellement, en gros, une analyse de sol, c'est quoi? On a le pH, on a le triangle de texture, on a la granulométrie, deux, trois autres infos. Et puis, on a une note de biodiversité, voilà. Mais on ne sait pas quoi en faire, quoi. Voilà. On ne sait même pas comment elle est déterminée. Donc, ce serait génial si on pouvait aussi avoir une idée de l'activité microbienne, par exemple, la respiration microbienne, ou bien des cycles de l'azote, quels sont les organismes qui sont présents et qui peuvent participer à ces cycles, etc. Et ça, on a déjà 2-3 idées, quand même, 2-3 pistes sur comment le faire? Non, je crois qu'on a encore du travail. Mais c'est vrai qu'utiliser le microbiome du sol comme un indicateur de bonne santé ou pas du sol, ce serait intéressant, quoi. Oui, c'est un rêve, oui. Et puis, j'ai envie aussi de poser une question pour celles et ceux qui nous écoutent. Est-ce qu'on a des moyens de l'observer à la maison, ce microbiome, pardon? Ouais, c'est vrai que c'est difficile vu que ça demande des outils assez développés, mais c'est vrai qu'il y a des méthodes qui existent aussi pour mesurer des fonctions comme la décomposition. Donc, par exemple, des collègues d'Agroscope, il y a quelques années, avaient un projet où ils avaient incité les citoyens à enterrer dans leur jardin des sous-vêtements. Donc, ils avaient en coton, voilà, des sous-vêtements en coton. Donc, ils avaient envoyé à tous ceux qui avaient envie de participer des sous-vêtements en coton qu'on pouvait enterrer dans son jardin. Mais ce qui est important, c'est d'en avoir plusieurs. Donc, par exemple, si vous avez envie d'étudier la décomposition dans votre jardin et de comparer le jardin potager avec un champ de blé et avec un verger. Donc, ou une forêt, voilà. Alors, vous pouvez prendre 4 sous-vêtements, les enterrer dans ces différents endroits, et puis ensuite les laisser pendant quelques semaines, et les déterrer. Et après, on peut regarder simplement visuellement combien ils sont... Parce qu'au fait, les micro-organismes du sol vont décomposer le coton. Mais il reste les élastiques. Donc, on peut comme ça revoir la forme du sous-vêtement. Donc, on peut comparer simplement visuellement ou bien en pesant ce qui reste après la décomposition. Ouais, donc c'est un moyen de voir comment a été dégradée la matière organique finalement. C'est ça, là. Plus le sol est vivant et plus vite le sous-vêtement sera décomposé. Donc on peut conseiller quoi? D'aller enterrer avant l'émission, tu me parlais de sachets de thé. Oui, alors oui, il y a aussi une autre méthode basée sur les sachets de thé. Donc là, la méthode officielle, c'est avec des sachets de thé de la marque Lipton. Pourquoi Lipton? Parce que c'est en plastique. Et du coup, on peut par exemple enterrer, je crois que c'était du thé vert et du rooibos.
des petits sachets de thé un peu, et puis après les déterrer après 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et comme le sachet en plastique, eux, ils vont résister à la décomposition, mais l'intérieur du sachet, donc le thé, va être décomposé par les micro-organismes. Et ensuite, on pourra comme ça peser le sachet de thé et voir avant et après. Voilà. Et du coup, ça permettrait d'avoir des vitesses de dégradation. Voilà. Et à part ça, est-ce qu'il y a d'autres moyens de voir le microbiome? Parce que c'est compliqué. Ouais, quand on avait une journée porte ouverte au Fibel il y a quelques années, on avait mis au point un protocole pour faire l'extraction d'ADN avec les enfants, avec des produits qu'il y a à la maison, donc comme du savon, du sel. Donc c'était un petit protocole qui était aussi faisable avec des enfants. Mais bon, voilà, après on a juste l'ADN, on n'a toujours pas la séquence. Donc, mais au moins on a. Mais c'est rigolo à faire, ouais. Et puis sinon, moi je pense à un truc, peut-être dès que vous avez des trèfles ou des légumineuses, si on arrive à arracher les racines et qu'on les a dans la main et qu'on voit des petites boules. Oui. Finalement, c'est ce que tu nous disais. Oui, alors les nodules sont visibles à l'œil nu. C'est vrai qu'on peut très bien voir si une plante est bien formé une belle symbiose, on voit les nodules. Et si elle n'a pas formé de symbiose, elle n'aura pas ces petits nodules. Mais il faut faire attention à quelles légumineuses on fait ça, quoi, parce qu'il y en a, elles ont besoin d'inoculats. Oui, c'est vrai, ouais. Eh bien, je pense qu'on arrive gentiment à la fin de l'épisode. Est-ce qu'en conclusion, tu as quelque chose que tu aimerais dire sur le microbiome? Un message à faire passer? Moi, je trouve que c'est un sujet vraiment fascinant parce que ça nous connecte, au fait. Donc, le microbiome du sol, il connecte le sol avec les plantes, puisque le microbiome du plante vient du sol. Et le microbiome des plantes va nous influencer aussi, nous, parce qu'on mange des plantes. Et finalement, ça influence aussi le microbiome des animaux. Et finalement, ça revient à la terre avec le fumier. Donc, c'est vraiment un cycle. On est tous connectés par ces microbes, en fait. C'est ça qui me fascine. C'est bien, un beau cycle qui se boucle. Et autant le préserver au mieux, alors, j'ai envie de dire. Voilà, exactement. Autant faire attention. Et puis moi, je vais vous remercier d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On espère qu'il vous aura plu. En tout cas, c'était un plaisir de l'enregistrer. Natacha, tu reviens quand tu veux pour discuter de mycorhizes ou d'autres choses. Et puis je te remercie beaucoup. Merci beaucoup aussi pour ce super podcast. Merci.